Suite à son altercation avec Vidal, le commandant Amer Sandrin avait filé en flèche en direction de son domicile. Il avait promis à sa conjointe qu'il passerait une bonne partie de la journée avec les enfants. Il n'eut même pas le temps de rentrer qu'il fut interrompu par un cri en provenance des campements autour d'Arbourg. Il rebroussa chemin et hâta le pas, appelé par son devoir de commandant. De nombreux anciens esclaves étaient sortis de leur tente et fixaient l'horizon, vers la forêt. Amer remarqua spontanément Ian, accompagné d'une jeune femme qui s'avançait à travers la plaine. Il les rattrapa en les interpellant. « Attendez-moi, les enfants! Que se passe-t-il? » Un garde nous a dit que quelqu'un est monté sur le toit de l'avant-poste et qu'il veut sauter, répondit Rican, la réfugiée. Il n'est pas question qu'un des miens se donne la mort maintenant, que nous avons retrouvé notre liberté. Il doit vivre une grande détresse, ajouta le pêcheur. Dépêchons-nous, alors. Les trois protagonistes s'enfoncèrent dans le bois. Ils avaient quelques minutes de course devant eux avant d'atteindre l'avant-poste d'Arbourg. Ce bâtiment, vieux d'une vingtaine d'années, se trouvait en marge du village, sur la route menant à Cincinnati. Il n'était presque plus utilisé depuis longtemps. Seulement une personne avait la responsabilité d'y veiller et de guetter les allées et venues. Haute de 5 étages, la tour surplombait les arbres et offrait une bonne vision sur les alentours. Un garde se trouvait au pied de l'avant-poste, l'air paniqué. Il parut soulagé en voyant les renforts arriver et pointa vers le sommet de la tour. Observant le ciel, le commandant Sandrin vit une silhouette qui se penchait dans le vide. Sans perdre plus de temps, il pénétra dans le bâtiment et dévala les escaliers pour se porter à son secours. Enjambant les marches deux par deux, il se tenait au garde chambranlant pour se propulser plus rapidement. Il arriva sur le toit prestement, traversant une porte déjà ouverte. L'individu qui jouait avec la mort, en se tenant sur la rambarde, se retourna en entendant le bruit causé par l'arrivée du père de famille. Leurs regards se croisèrent et Amer reconnut le jeune homme qui se trouvait devant lui, malgré son apparence défraîchie. Il murmura. « José? » Commandant Amer Sandrin, là vous sentez pas mal pour moi. J'ai décidé d'en finir. Je suis si content de te voir, José. Je comprends que la mort de Dame de Primversé a été difficile pour toi. Elle a été pour nous tous. Mais elle est revenue. Vidal l'a ramenée parmi nous. Je sais. Je l'ai vue. C'est elle qui m'a libéré. Elle est devenue une créature de l'enfer. L'écuyer tituba avec négligence sur le bord du vide et le nouveau commandant se crispa, prêt à intervenir. Elle est différente, certes, mais elle est toujours la même. Tu sais, mon enfant, même si tu ne le vois pas actuellement, il y a d'autres solutions que la mort. Le simple fait que tu sois de retour parmi nous présage un avenir meilleur. Je n'ose pas imaginer ce qu'ils t'ont fait subir dans les cachots de Cincinnati. José évitait maintenant le regard du guerrier. Il se retourna pour lui faire dos. Amer en profita pour faire quelques pas subtils et se rapprocher de lui. Dame de Primversé était mon idole. Elle était la personne qui représentait la force, l'espoir. Elle a cru que le garçon bonarié que j'étais pourrait un jour aider à défendre nos terres. Elle m'a montré à me battre, elle m'a montré à survivre. Elle m'a montré à être fière de qui je suis. Lorsque je l'ai vue, mort-vivante, j'ai compris qu'elle ne s'était pas battue, qu'elle n'avait pas survécu et qu'elle n'était pas fière de ce qu'elle était devenue. J'ai perdu mon modèle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'en finir. Le commandant comprit alors que l'écuyer allait se jeter dans le vide. Il s'élança dans sa direction et l'agrippa avant qu'il ne commette l'irréparable. Le serrant dans ses bras, José Anatole retourna sa tête pour regarder Amer. J'ai décidé d'en finir.
avec vous tous. L'écuyer attrapa à son tour le père de famille et se balança vers le vide, l'entraînant avec lui dans sa chute. Les deux corps plongèrent, rien ne pouvant les retenir. Ian et Erican lâchèrent un cri de stupéfaction en voyant les deux personnages tomber à grande vitesse. Le pirate tenta de canaliser sa magie aquatique afin d'invoquer sa bulle protectrice. Or, un immense sentiment de panique s'empara de lui. Sa peau devint brumeuse alors qu'il pointait sa paume devant lui. Il sentait qu'il avait perdu le contrôle sur ses pouvoirs, qu'il déclencherait un autre cataclysme s'il utilisait sa magie. Il hésita. Il avait peur de lui-même, des conséquences encore plus horribles qu'il pourrait engendrer. Il resta immobile alors que les deux personnages s'écrasèrent au sol. Il n'avait pas été capable. Erican courut vers les corps inertes pour leur porter assistance. Le pêcheur s'approcha à son tour, terrifié. Soudainement, José se releva, affichant un sourire en coin. Sa peau brillait, reflétant la lumière du soleil, comme si elle était faite de marbre. Il lança. Lorsque les fondations sont détruites, la tour s'effondre. Alors que l'écuyer serrait ses poings avec vigueur, le sol se mit à trembler légèrement et le mouvement s'amplifia plus les secondes passaient. Erican, qui tentait de revenir vers Ian, fut renversé sur le côté. Dans un vacarme sonore, l'avant-poste d'Artbourg s'écroula devant les yeux ébahis du pirate. Ce dernier s'approcha de la réfugiée pour l'aider à se relever. Le Cigale est envoyé. C'est maintenant l'heure de l'invasion. Après la rencontre à la garnison, Malitia et Fax s'étaient dirigés vers la taverne de Samivienne pour que l'ensorceleuse puisse y prendre une chambre. Dans l'établissement, l'ambiance était tranquille, même si de nombreux réfugiés l'avaient pris d'assaut pour se détendre. La tenancière accueilla les deux personnages avec sa bonne humeur habituelle. Fax, mon beau chat, que puis-je faire pour toi? Nous avons une nouvelle invitée qui aimerait bien obtenir un logement temporairement. Nous sommes complets, malheureusement. L'homme félin plaça un sac de pièces sur le comptoir en levant le sourcil. Samivienne s'esclaffa en ramassant le butin. Tu sais parler aux femmes. Je vous arrange cela. Vous pouvez vous asseoir en attendant que je mette quelqu'un dehors, sans préavis. Écoutant son conseil, Malitia et Fax s'installèrent au comptoir. La sorcière du marécage était visiblement mal à l'aise dans ce contexte social. Elle regardait constamment autour d'elle, s'attendant à subir le jugement des inconnus. Or, personne ne lui prêtait attention. Vous n'êtes plus habitué. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. De côtoyer des gens. Je n'ai effectivement pas mis les pieds ici depuis de nombreuses années. Ça ne me manquait pas. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi vous avez décidé de vous joindre à la résistance. J'ai l'impression qu'il y a plus que le désir de vengeance dont vous parlez. S'il y avait une autre raison, elle ne serait pas de vos affaires. Surtout pas à un élu comme vous. Vous semblez vraiment détester les sphères de pouvoir. Ma défunte mère en avait une, la sphère de la faune. J'ai dû apprendre à développer ma magie par moi-même. À cet instant, interrompant leur discussion, les deux protagonistes entendirent des cris en provenance de l'extérieur de la taverne. La porte s'ouvrit en grand et des villageois entrèrent en panique dans le bâtiment.
Le commandant est mort! Sin-Sini débarque sur le village! Nous sommes foutus! Fax et Malitia se lancèrent un regard troublé. Plusieurs personnes s'étaient levées debout, affolées, alors que d'autres étaient figées d'horreur. Samivienne grimpa sur le comptoir et tapa dans ses mains pour attirer l'attention. Peu à peu, les gens se firent silencieux et se tournèrent vers elle pour l'écouter. Hey, vous êtes chez moi ici, mais vous êtes les bienvenus. Les Sin-Siniens, eux, ne sont pas acceptés ici. Barricadons-les, portez les fenêtres, offrons-leur résistance. Sous le leadership de la tenancière, les Artbourgeois se mirent à l'action. Fax, de son côté, s'approcha d'une des fenêtres pour observer à l'extérieur. Effectivement, de nombreux soldats circulaient, menaçant les villageois avec leurs armes effilées. Il s'adressa directement à l'ensorceleuse. Je ne peux pas rester ici. Il faut retrouver Vidal. Ensemble, nous serons plus forts. Je suis d'accord, mais je ne serai pas utile à découvert. Je vais te protéger à distance. Laisse-toi faire. Le Orphen acquiesça alors que la sorcière des marais fouillait avec son bras coupé dans son sac en bandoulière et en sortit agilement, malgré ses mains manquantes, une pommade déjà ouverte. Elle trempa son membre à l'intérieur et appliqua la gelée sur le front de Fax. Accueille mon troisième œil. La pommade se solidifia sur la peau poilue de l'homme-chat. Il eut le réflexe de se frotter le front, mais la substance avait déjà bien pénétré dans son épiderme. Vas-y, maintenant! Fax évacua la taverne par la porte d'arrière, juste avant qu'une table y soit glissée pour la bloquer. Tapis dans l'herbe, il contourna une bonne section d'Artbourg, restant alerte au moindre mouvement ennemi. D'un simple coup d'œil, il pouvait affirmer qu'au moins une centaine de gardes de l'armée de Sin-Sini avaient débarqué dans les ruelles et qu'ils étaient tous armés. À sa grande surprise, la voix de Malitia résonna dans sa tête. « Attention, derrière toi! » L'élu de la foudre se retourna et évita de justesse une flèche qui avait été décochée dans sa direction. Il n'avait pas de temps à perdre. Canalisant sa magie, il se mit à courir à une vitesse phénoménale, devenant pratiquement invisible aux yeux des humains. Alors qu'une pluie de flèches s'abattait où il était, Fax était déjà rendu à une centaine de mètres plus loin. Il fila ainsi jusqu'à la garnison. La porte de la nouvelle salle de réunion était close. L'Orphen tenta de l'ouvrir, mais quelque chose la bloquait. Il frappa violemment contre celle-ci dans l'espoir que Vidal lui ouvre. Vidal, que fais-tu? Il s'éloigna du portique, prit son élan et fonça à toute vitesse dans la porte qui éclata sous la force de l'impact. Fax trébucha dans les chaises et s'étala dans la pièce. Il se releva pour constater que l'élu de la mort se trouvait couché, inerte, au centre de la longue table rectangulaire. Le pirate s'approcha du corps pour l'examiner. Vidal respira encore, mais à un rythme très lent. Il comprit rapidement ce qui était en train de se passer. Vidal, mon ami, tu as décidé d'aller au royaume des morts seul. Nous t'avions pourtant dit que c'était une mauvaise idée, et nous avons besoin de toi, ici. L'homme félin ne savait pas trop quoi faire. Devait-il tenter de sortir le second lieutenant de sa torpeur ou attendre qu'il se réveille par lui-même? Au même instant, la voix de Malitia se fit entendre. « Prenez une décision rapidement. Vous aurez de la visite sous peu. » C'était le 19e épisode de la saison 1 de Terre Zéro. Je vous invite à aller voter pour déterminer la décision prise par Fax. Le lien se trouve en bas dans la description et les votes se terminent dimanche matin. Suite à l'invasion de Sin-Sini à Artbourg, Fax a retrouvé le corps inerte de Vidal, visiblement en train de voyager au royaume des morts. Tentera-t-il de le réveiller ou préférera-t-il ne pas interrompre le second lieutenant? La décision vous appartient. Et expliquez-moi votre raisonnement dans les commentaires.
Le prochain épisode sera diffusé le mardi 6 novembre à 20h, fait que soyez au rendez-vous parce que vous serez encore appelés à faire des choix qui influenceront l'histoire. Pour être sûr de rien manquer, likez la page sur Facebook et abonnez-vous à Instagram et à la chaîne YouTube du même nom. Merci!